Bonjour, bienvenue sur le webinaire pour la semaine de la dénutrition. Donc moi, c'est Lucie Delattre, diététicienne en ville et à l'hôpital d'Hénin-Beaumont. Moi, c'est Jennifer Denier et je suis diététicienne au centre hospitalier de Lens. Je m'appelle Corinne Galinier, je suis infirmière libérale. La dénutrition représente l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel caractérisé par un bilan énergétique et ou protéique négatif. Elle se traduit principalement par une perte de poids involontaire et ou un indice de masse corporelle, donc l'IMC faible. La dénutrition peut être liée soit à une diminution des apports alimentaires, manque d'appétit, difficulté pour s'alimenter, soit à une augmentation des besoins énergétiques et ou en protéines en raison d'une pathologie, en particulier une maladie chronique comme un cancer, ou à la suite d'une chirurgie. Ça peut également être l'association de ces deux facteurs. Elle aggrave les pathologies existantes modifiées par la tolérance des traitements, accroît le risque de surveillance, de complications, est un facteur de perte d'autonomie et de chute chez la personne âgée. Elle diminue également le confort des patients, prolonge la durée d'hospitalisation et augmente la mortalité. L'obésité et dénutrition ne sont pas incompatibles. Une personne en situation d'obésité peut également être dénutrie. Alors moi, je vais vous parler du coup de la dénutrition et du dépistage à l'hôpital. Nous recherchons l'histoire du poids avec le patient, donc son poids actuel, son poids de forme, le calcul de l'IMC, et le pourcentage et la vitesse de perte de poids. Nous évaluons si le patient présente une sarcopénie en évaluant la réduction de la masse musculaire et ou de la fonte musculaire, de la fonction musculaire à l'aide d'un grip test, d'un impédance-mètre. On va faire aussi des tests de levée de chaise ou du calcul de la vitesse de marche. Nous évaluons également la prise alimentaire des patients en quantité, en qualité, l'autonomisation à la prise des repas, l'état bucco-dentaire et s'il existe des troubles de la déglutition. Nous complétons cette évaluation par un bilan nutritionnel avec le dosage de l'albuminémie et de la préalbuminémie. Ceci nous permet d'établir un diagnostic de la dénutrition et de sa sévérité selon les critères de l'HAS actualisés en 2019 pour l'enfant et l'adulte et en 2021 pour la personne âgée. La dénutrition à l'hôpital, c'est 30% des personnes hospitalisées et 10% des enfants hospitalisés. Concernant sa prise en charge, nous veillons à adapter les plats au repas en tenant compte des aversions et des habitudes alimentaires du patient. Si nécessaire et avec prescription du médecin référent du patient, nous mettons en place des compléments nutritionnels oraux, une nutrition entérale par sonde nasogastrique, par gastrostomie ou par jéjunostomie. Nous avons d'ailleurs à ce sujet établi un parcours de soins pour les patients porteurs d'une gastrostomie par voie radiologique et endoscopique pour une prise en charge optimale. Nous pouvons également avoir recours à une nutrition parentérale. Il est important que les critères de dénutrition et la prise en charge effectuée soient relayés en ville afin de poursuivre la surveillance et le traitement. Oui, vraiment, tu as raison. Il faut vraiment qu'on mette le point sur la transmission des données entre la ville et l'hôpital pour avoir un suivi adapté, que ce soit de la ville à l'hôpital ou de l'hôpital à la ville. Nous qui intervenons à domicile, il est important de regarder les signes qui peuvent nous alerter. Chez un enfant qui va s'arrêter de grandir et de prendre du poids, un malade traité pour un cancer qui a des nausées et qui a un manque d'appétit, une personne atteinte de maladies chroniques chez qui l'alimentation et ses activités diminuent, une personne âgée qui n'a plus la force ou l'envie de faire les courses ou la cuisine, une personne qui a perdu l'appétit, des vêtements qui flottent ou des canceratures resserrées. La présence de nourriture non consommée ou périmée dans le frigo, effectivement, il faut aller dans le frigo, regarder les placards, si ça se vide, si ça se remplit, si ça se remplit pas, si les aliments sont périmés ou pas. Alors, il existe pour cela un outil qui est assez facile à utiliser, qui sera remis dans les documents, dans les annexes. Ça s'appelle l'outil Parade. C'est pour dépister le poids, appétit, repas, alimentation. Donc, il s'agit de répondre à 4 questions.
qui vont nous permettre de savoir si la personne, en fonction du score obtenu, est dénutrie ou pas. Donc, à domicile, il va être important de donner quelques éléments à nos patients, à la famille également, à toutes les personnes, en tout cas, qui gravitent autour du patient à domicile, que la personne se fasse plaisir, qu'elle mange les aliments les aliments qu'il faut limiter pour ne pas grossir sont ceux qu'il faut favoriser pour ne pas maigrir. Ça, c'est très intéressant. Ne craignez pas de manger des aliments gras ou sucrés. Mangez des protéines tous les jours, poisson, œufs, viande, produits laitiers, lentilles, pois chiches. Avoir une alimentation diversifiée. Souvent, c'est un petit peu triste quand même. Donc, on peut manger tout ce qu'on aime en variant les plaisirs. Relever les goûts des plats avec les épices, les aromates et les condiments. Et le manger main, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, la slide va vous expliquer ça également. C'est hyper intéressant chez les patients avec des troubles cognitifs pour leur permettre de continuer de diversifier leur alimentation. Non, l'autre sens, je veux pas qu'on voit. Ah, la caméra est là. Ah bah oui, c'est bon. À domicile, il faut aussi insister sur la prise en charge de continuer d'avoir une activité physique adaptée. Alors, ça peut être prescrit par le médecin traitant dans certaines conditions et continuer de demander à nos patients de marcher, de se déplacer à vélo, faire un petit peu de gymnastique. Ça peut être un petit peu tous les jours en fonction de leur état. Mais maintenir aussi une bonne hygiène bucco-dentaire, vérifier les appareils dentaires, l'état des dents, consulter le dentiste. Et voilà, consulter régulièrement. En tout cas, dépister, c'est important à domicile parce qu'on intervient, on est des rares professions à intervenir à domicile. Donc, l'enrichissement en protéines se fait en augmentant les apports en viande, en poisson, en œufs ou en produits laitiers, des œufs, du jambon mixé ou un fromage râpé qu'on peut ajouter à la préparation, seront introduits dans diverses composantes des repas. Ça peut être dans des purées, dans du potage. L'enrichissement en calories, donc pour majorer l'apport en calories, il faut augmenter l'apport d'aliments riches en lipides. La crème, le beurre, l'huile, la margarine, le lait entier, les sauces blanches, etc. On peut également enrichir avec des sucres complexes, qu'on appelle aussi les féculents, pâtes, riz, pain, semoule fines, pommes de terre, etc. Et on a l'apport en sucre rapide, donc les glucides simples, le sucre, la confiture, la gelée, le miel, le chocolat, etc. Un exemple c'est vraiment pour comparer deux versions. Donc, on a le potage classique, juste avec de l'eau et des légumes, et la version enrichie. Donc, on peut ajouter du lait, donc forcément les légumes, la crème fraîche et un œuf. Même au niveau de la texture, c'est un petit peu plus sympathique. On va surveiller le poids fréquemment au niveau... c'est ton truc là. On va surveiller régulièrement le poids des patients de manière régulière. Oui, ça c'est important aussi de mettre en place peut-être un suivi papier. D'ailleurs, dans les slides, vous aurez le petit diagramme pour le poids et le surveiller toutes les semaines, c'est facile. Utiliser des supports nutritionnels. Donc, effectivement, on a affaire à beaucoup de compléments alimentaires, etc. Mais vérifier qu'ils soient bien pris régulièrement. On peut les aider aussi à leur expliquer qu'on peut chauffer la collation chocolat, par exemple, à mettre dans du chocolat. L'été, on peut leur faire des glaces. Ça, ce sont des choses que j'ai découvertes également, qui peuvent permettre d'avoir un peu plus de choix pour le patient. Et après, il y a la nutrition entérale ou parentérale, effectivement. Là, vous avez une recette qui est un petit peu plus complexe, qu'on a eu la chance de tester chez les patients qui s'étaient hospitalisés lors de cette semaine de la dénutrition. Donc, c'est un tiramisu poire caramel qui a été préparé par notre chef cuisinier et qui a été plutôt une grande réussite. Les patients ont vraiment adhéré à ce type de préparation. Alors, l'idée, c'est de prendre une recette qui est classique et de intégrer à l'intérieur une boisson lactée. Alors là, c'était une boisson lactée HPHC qui est nature. Pour permettre d'avoir en fait un enrichissement. Alors peut-être pas à faire tous les jours puisque ça demande de la préparation, mais ça peut vraiment éviter la lassitude des compléments alimentaires pour que dans la durée, ça tienne. Vous aurez d'ailleurs en annexe des références de livrets sur lesquels il y a des recettes enrichies possibles à faire à la maison. La dénutrition est fréquente, progressive et fragilise dès les premiers stades. Malheureusement, elle est souvent diagnostiquée trop tard. La dénutrition peut être réversible si la prise en charge est précoce et adaptée aux patients. En ville, on a la possibilité de consulter une diététicienne, c'est sûr, mais la dénutrition, comme on le dit tous, c'est l'histoire de tous. Donc, à la maison, la famille, les aidants peuvent intervenir, ne serait-ce que pour les enrichissements naturels.
Donc là, vous trouverez la spirale de la dénutrition. Donc on voit bien là où ça mène quand même pas mal de patients. Donc l'idée, c'est de ne pas en arriver là. Est-ce que vous avez des questions? Effectivement, on a vraiment dit que le lien ville-hôpital était important, Mm. qu'on puisse se parler, ne pas hésiter à se contacter tous, ne serait-ce que par téléphone. Vous avez la petite fiche de l'hôpital qui a été mise en place avec le nom, les coordonnées de tous les professionnels de santé. Donc, ça permet de faciliter le suivi. Et je pense que c'est une mine d'informations dont il ne faut pas se passer, vraiment. Alors, dans les outils qu'on peut vous proposer, il y a l'outil Parade qui est, comme on vous en a parlé tout à l'heure, un document qui permet de dépister à la maison le risque de dénutrition en cas de question. On vous a mis aussi un lien sur le manger main, qui est en fait une technique pour optimiser les prises alimentaires des patients, alors qui a été beaucoup plus mis en lien avec les patients notamment qui ont Alzheimer ou avec des Parkinson, avec des prises en main des couverts habituels difficiles. On vous a mis aussi des livrets de recettes qui permettent aussi de voir un peu plus, enfin, d'avoir un peu plus de choix dans les préparations, qui soient enrichis, comme le disait Lucie, avec des aliments simples tels que la crème, le beurre, l'huile, ou alors plus avec les compléments nutritionnels oraux. Et on vous a remis également le référentiel de l'HAS qu'on utilise ici sur le centre hospitalier, qui nous permettent de dépister et de noter la sévérité de la dénutrition qui sont mis à jour depuis 2021 pour la personne âgée. On vous laisse aussi nos coordonnées si besoin. On a toutes les trois des missions très différentes. Et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous s'il y a des questions ou si vous souhaitez qu'on discute d'un sujet plus précis. L'objectif de ce webinaire, c'était de travailler sur le dépistage et la prise en charge de la dénutrition, quelque chose de très global, avec en effet pour nous l'importance, qu'on soit hospitalière ou de ville, de pouvoir travailler ensemble, puisque le patient que l'on a aujourd'hui dénutri, il va être hospitalisé un jour, peut-être, en tout cas, c'est possible. On essaie en tout cas d'avoir moins dénutri ou pas dénutri, ce serait vraiment parfait. Et pareil pour la ville, un patient qui est pas dénutri ou peu dénutri, c'est un patient qui garde son autonomie, qui se complique moins. Et on espère en tout cas travailler dans ce sens-là pour vraiment traiter la dénutrition dans les prochaines années à venir. Oui, je pense qu'il faut qu'on continue, nous aussi, les infirmières, à travailler avec les auxiliaires de vie, avec les aidants naturels. Après, vous, en tant que professionnel, vous pouvez vous rapprocher des CPTS. On peut travailler ensemble sur des projets, vous aider avec les contacts, etc. N'hésitez pas à contacter les CPTS de votre secteur. Oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on allait faire des formations auprès du personnel de ville aussi par rapport à l'enrichissement des repas. Surtout sensibiliser. En fait, c'est vrai qu'il faut que nous, on sensibilise tous nos collègues, sensibiliser aussi la famille et les aider. Enfin, avec des petites idées comme vous avez mises en place, des choses qu'on apprend. Genre, en travaillant ensemble, j'ai appris beaucoup de choses quand même depuis qu'on travaille ensemble. Donc, j'essaye de rapporter ces choses-là à domicile, au niveau des patients, au niveau des aidants et des auxiliaires aussi, enfin, de toutes les personnes qui habitent autour du patient. Je trouve que c'est hyper important. Hyper important. Tu parles du Vimavi ? Oui, le Vimavi. Donc, en fait, on a mis en place un Vimavi, donc de mettre un petit peu l'hôpital à la ville. Donc, on a des diététiciennes de l'hôpital qui ont suivi pendant, on peut dire, quelques jours, les infirmières en ville. On a fait des constats qui étaient assez quand même marquants, notamment la quantité de compléments alimentaires qui peuvent être stockés, des patients qui n'ont pas forcément accès du coup à leurs compléments alimentaires parce qu'ils sont sur une chaise toute la journée, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, Corinne, tu veux peut-être ajouter un truc sur ce que tu avais vu C'était surtout pour pouvoir travailler avec vous et vous montrer qu'à domicile, c'est pas si facile que ça d'aider un patient et que pour voir les failles, en fait, les compléments qui restent dans les frigos ou des difficultés à alimenter correctement une personne parce que les aidants ont très peu de temps pour faire à manger, etc. Les problèmes financiers également. C'est vrai que malheureusement, on ne peut pas faire venir de diététicienne. Si, on peut faire venir des diététiciennes à domicile, mais il n'y a pas de remboursement. Donc, c'est difficile financièrement d'aider ces patients. Et je pense que c'était riche d'échanges entre nous, de vous montrer la limite de notre travail également.
vous montrer aussi que nous, on doit aller dans les frigos, on doit aller dans les placards, alors que ce n'est pas forcément notre travail au départ, quoi. Mais si on n'est pas sensibilisé, vous comme nous, à cette dénutrition, on aura des patients qui vont se dégrader, qui vont être hospitalisés, qui vont chuter, des cicatrisations qui vont être retardées. Je pense que c'est financièrement c'est une catastrophe aussi pour tout le monde en fait. Donc ça nous a beaucoup aidé, je pense, de ce lien et justement encore une fois insister pour travailler ensemble, se contacter, s'appeler. Et je pense qu'on a appris à se connaître et là, je pense qu'on peut travailler tous ensemble et c'est vraiment formidable. Nous avons donc créé du lien ville-hôpital. Exactement. C'est vrai, hein, c'est riche. C'est très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je pense qu'on a été clair. C'est parfait. Eh bien, on vous remercie beaucoup pour l'attention portée sur ce webinaire, en espérant qu'au niveau de la dénutrition, on sera de mieux en mieux, du dépistage au traitement. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Au revoir.